tout de suite, sans plus tarder, je vais passer la main à Céline Zatorski pour qu'elle nous dise quelques mots sur ce réseau des pionniers d'innovation publique. À toi, Céline. Donc moi, je suis Céline Zatorski, je copilote le laboratoire d'innovation et de coopération au sein du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et je coanime le réseau des PIP, pionnières et pionniers de l'innovation publique. Ce réseau est composé d'agents et d'agentes publics qui se forment à l'intelligence collective et qui diffusent ces nouvelles postures, enfin ces postures et ces méthodes au sein de leur réseau professionnel. Un programme donc de déformation sous l'égide du CNFPT, donc qui nous permet de former, de transmettre des outils, que ce soit la facilitation graphique, la coopération, l'approche ludique dans les projets. Donc, vous retrouvez tout sur réseaupip.fr. Je vous mettrai le lien dans la conversation. On co-organise également le mois de l'innovation publique qui a lieu chaque année en novembre et vous aurez très prochainement les dates pour cette année. L'idée, c'est vraiment de partager ce qu'on met en place et de s'inspirer ensemble pour la suite. On défriche aussi des sujets. Alors, le cycle de webinaires sur les nouveaux récits en est un exemple. On lance également une formation action sur l'enquête collective, donc sur l'immersion qui permettra de nous outiller pour aller sur le terrain. On partira en immersion et on s'interrogera sur qu'est-ce que ça impacte sur nos postures métiers et organisation pour l'action publique de demain. Il y a un magazine de l'innovation publique qui est en cours de préparation. On espère qu'il verra le jour courant mai et donc nous aurons l'occasion de le partager. Et puis donc juste dernière date que je veux vous partager, donc c'est le regroupement des PIP qui aura lieu les 6 et 7 mai à Lure. Alors on parlera du réseau bien sûr, mais on travaillera aussi avec des regards croisés, du partage d'expériences, conférences inspirantes sur le thème déclencher l'étincelle chez les jeunes dans leur parcours de vie. Donc, nous vous y convions. Je reviens à notre sujet, donc webinaire sur les nouveaux récits, dont l'intention est de passer donc de cette notion de récit qui peut être inspirante à comment l'utiliser au service de nos enjeux publics. Et Louise, du coup, je te passe la parole. Merci beaucoup. Merci à tous, merci pour la proposition de présentation. Donc moi, je suis Louise Westman, je suis chargée de plaidoyer vie des territoires durables au WWF France. Et l'idée d'aujourd'hui, ça va être de vous présenter effectivement ce travail qui a été initié par le WWF sur des récits pour une écologie populaire. Et justement, comme il a été précisé, l'idée, c'était de travailler sur des récits, mais surtout d'essayer de développer un peu même pour nous des outils afin d'avoir un langage, un discours qui soit plus engageant justement pour les Français au sens large. Alors, ces récits pour une écologie populaire, donc le contexte peut-être déjà pour revenir un petit peu de pourquoi le WWF s'est intéressé au sujet. Bon, je pense que ce ne sera pas une grande surprise puisque nous sommes tous concernés par ces questions, mais aujourd'hui, c'est vraiment ce contexte un peu de backlash, comme on en entend beaucoup parler au niveau national, qui a lancé un peu cette démarche. On voyait justement ce recul un peu sans précédent finalement de la priorité environnementale au niveau politique, mais qui semblait aussi influer pas mal au niveau de l'opinion publique française. Donc nous, ça nous a beaucoup interrogés. Alors, ça reste à nuancer, hein, parce qu'on le voit beaucoup au niveau national, mais on le voit aussi sur les sondages, notamment sur les municipales, que la préoccupation environnementale reste présente malgré tout. On l'a vu avec certaines enquêtes du RAC ou de l'Institut Terram, par exemple, où c'est ressorti. Mais quand même, on constate au niveau national ce recul. Et donc, pour nous, il y avait quand même un gros sujet à essayer de voir comment l'écologie pouvait ne pas être seulement utilisée aujourd'hui pour entretenir une espèce de clivage politique un peu malsain, mais plutôt pour justement recréer de l'engagement et venir un peu plus s'imposer dans l'espace public. Donc peut-être pour préciser un peu les choses, un chiffre clé, c'est que nous qui nous a interpellés, c'est un chiffre issu d'une étude du RAC, c'est que 89% des Français se disent aujourd'hui préoccupés par l'augmentation des événements climatiques extrêmes. Et ça, pour nous, ça nous a quand même beaucoup interpellés parce qu'on voit que pour autant, l'écologie disparaît finalement un petit peu du débat public actuel et que c'est pas finalement un déficit d'information parce que 89% c'est quand même un score assez important et qui montre qu'il y a un intérêt pour la question, mais ça semble être plutôt un déficit de sens partagé derrière et de ce qu'on y met. Et ce que ça nous a montré, c'est surtout que les approches classiques, techniques, scientifiques, politiques, qui sont aussi celles menées par le WWF,
ne semblent plus fonctionner aussi bien qu'avant. En tout cas, elles semblent atteindre un peu des limites. Elles ont engagé les acteurs qu'elles pouvaient engager. Et là, la difficulté, c'est de passer le pas pour engager davantage de Français. Donc, l'objectif qu'on a eu derrière, c'était de dire qu'il fallait effectivement revoir les récits de l'écologie et surtout raconter les choses autrement pour engager davantage d'acteurs. Et ça, un des gros sujets, c'était comment recentrer finalement tous les propos techniques et scientifiques sur l'individu et comment finalement envisager l'écologie à partir de la vie et du quotidien des Français, plutôt que par des grandes théories qui sont forcément pertinentes, mais qui aujourd'hui ont moins d'écho. Donc peut-être pour juste revenir un petit peu sur la méthode derrière cette étude. Donc c'est une étude qui a été initiée par notre présidente, Alexandra Palt, qui a souhaité justement, c'est ça qui est un peu différent par rapport à nos pratiques actuelles, sortir finalement du WWF et aller mobiliser tout un tas d'acteurs via un cercle de réflexion. Donc c'est un cercle de réflexion, c'était des personnalités issues d'horizons assez variés. On avait des chercheurs, des acteurs de terrain, des artistes, des responsables associatifs, des responsables économiques qui ont participé pendant 9 mois à ce travail. Donc c'était un groupe pluridisciplinaire qui a permis de confronter à la fois des expertises scientifiques, des analyses sociologiques, des points de vue philosophiques, des experts en linguistique ou des regards citoyens pour essayer d'interroger la façon dont on peut parler d'écologie aujourd'hui, la capacité qu'on peut avoir à susciter de l'adhésion et finalement la façon dont on va raconter la réalité environnementale. Et tout ça, l'idée, c'était d'aller créer cet élan aujourd'hui qui fait un petit peu défaut, justement pour engager les Français et aller essayer de rapprocher les enjeux écologiques du quotidien, les incarner un peu plus dans le temps et aussi dans l'espace, bref, leur donner un peu plus de corps. Donc voilà, donc l'objectif de ce cercle, c'était vraiment d'aller créer des ponts entre les disciplines, entre ces univers politiques, entrepreneuriaux, citoyens et scientifiques, pour essayer de reconnecter l'écologie à la réalité du quotidien. Et donc ça a été 9 mois d'échanges entre ces acteurs. Ça a été beaucoup d'auditions en fait, de spécialistes. Et puis ensuite, tout en travail pour justement permettre de confronter un peu ces univers, croiser les approches avec différentes étapes, notamment un séminaire à l'ENS qui a permis justement d'élargir un peu le cercle et de confronter les réflexions, ce qui a mené à 4 à 5 grands récits que je vais vous présenter ensuite. Et ça a été complété par des enquêtes journalistiques de terrain. C'est notamment des enquêtes et des portraits pour essayer de mettre un peu en lumière des trajectoires, des difficultés locales, de reterritorialiser en fait un peu les choses. Donc ça a permis pour nous de sortir 4-5 grands récits sur lesquels ensuite on est allé interroger. On a fait une consultation citoyenne avec Blue 9. Donc ça, c'était l'été dernier, c'était en juillet et août, oui, c'est ça, juillet et août 2025, qui visait justement à aller tester en fait ces récits et finalement essayer de voir les différentes formulations narratives, qu'est-ce qui passait bien, qu'est-ce qui ne passait pas, d'identifier les ressorts susceptibles d'éveiller la curiosité en fait des participants et de voir qu'est-ce qui provoquait le plus d'adhésion en fait sur des sujets qui parfois pouvaient être controversés. Donc là, on a été assez surpris parce qu'à la base, on attendait 2000 participants. On en a eu plus de 10 000. Donc c'était quand même un bon chiffre sur une consultation. Mais après, voilà, ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'on avait beaucoup de personnes qui indiquaient être très préoccupées par les enjeux écologiques. On était à 96% des répondants qui indiquaient être préoccupés. Donc, même s'ils représentaient des classes d'âge assez variées, tous les types de territoires, ça allait vraiment du village jusqu'aux grandes métropoles, un peu partout en France, on a voulu consolider ces résultats, s'assurer qu'il n'y avait pas un biais juste de connaissance du VVF, puisque c'est une consultation, donc les gens qui pouvaient venir vers nous étaient peut-être plus engagés que d'autres. On s'est dit qu'on allait vérifier ça via un panel, via une étude Ipsos, justement pour pouvoir vérifier les résultats de cette consultation et s'assurer qu'on n'avait pas un biais, en fait, dans notre méthode. Donc, je reviendrai après un petit peu sur ces différents résultats. Mais pour commencer, peut-être les 4 grands récits. Si j'arrive à passer à la slide suivante. Voilà. Donc, peut-être pour revenir déjà brièvement sur quelques conclusions intéressantes du cercle de réflexion avant de rentrer dans le détail un peu de ces 4 récits, c'est que certaines notions qui aujourd'hui parfois sont un peu vues comme impopulaires ou perçues comme des contraintes, je pense en particulier à la notion de sobriété. Ce qu'on s'est rendu compte via le cercle de réflexion, c'est qu'en réalité, il y avait quand même une adhésion assez importante derrière cette notion-là, si elle était pensée de manière pertinente. Alors, pertinente ici, c'est au sens justement de façon très concrète. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que dès qu'on en parlait autour d'aspirations telles que la santé, le bien-être des enfants, le rapport au territoire ou le refus des excès consuméristes, ça parlait beaucoup mieux que quand on était sur une perception plus floue, plus vague et plus hors sol. Ça, c'était un premier point. Donc, ça nous a permis, pour nous, de réfléchir un peu à la façon dont on allait présenter les récits. La deuxième chose, c'était que finalement, ce qu'on voyait, c'est qu'il fallait, in fine, passer vraiment d'un discours
prescriptif à une approche plutôt sensible et incarnée, s'ancrer à la fois dans les valeurs, les émotions, mais plus globalement dans les identités culturelles, finalement, des Français. Et ça, voilà, pour nous, ça a été un des grands retours, finalement, de ce cercle de réflexion. C'est qu'il fallait, voilà, comme on disait tout à l'heure, raconter autrement les choses. Et pour ça, on a beaucoup regardé aussi tout ce qui était les freins cognitifs au changement, qu'est-ce qui peut bloquer chez les Français aujourd'hui, et notamment tout ce qui était lié au sentiment d'impuissance, qui est considéré comme un frein quand même aujourd'hui assez essentiel dans l'action, et notamment tout ce qui était la question des émotions négatives qu'on utilise parfois beaucoup aujourd'hui en communication, et qui pose quand même question parce que ça a tendance à susciter le déni ou l'évitement, si quelque part derrière on n'a pas un sentiment d'efficacité. Ce que nous on a constaté, c'est que finalement les stratégies de communication basées uniquement sur la peur, elles sont assez contre-productives, et que par contre, si elles étaient plutôt associées à des perspectives d'action concrètes, par exemple relier les enjeux climatiques à des effets locaux, visibles et immédiats, à les valoriser, tout ce qui est réussite et coopération, avoir aussi finalement des récits positifs, ça marchait mieux de combiner les deux que d'avoir que le levier un peu de la peur, de ce registre-là qui peut au contraire plutôt braquer et bloquer le public. Donc on est plutôt parti sur ces idées-là. Et on est parti sur 4 récits que vous voyez ici, qui sont issus donc directement de ces travaux, qu'ensuite on allait tester, mais qui permettaient de voir un peu différents registres pour tester qu'est-ce qui parlait le plus aujourd'hui aux Français. Donc le premier, c'était l'écologie du destin individuel. Donc là, c'est l'idée vraiment de l'écologie telle qu'elle est vécue par le Français. La façon, son lien par exemple à la santé, mais aussi à la réalité patrimoniale, vraiment tout ce qui est lié au foyer et au quotidien des individus. Donc pour ça, on a utilisé certains chiffres clés qui ont pas mal d'impact, par exemple la question des 40 000 décès prématurés annuels liés à la pollution de l'air, la question des cancers en hausse, des biens immobiliers menacés par les événements climatiques. Tout ça, c'est des sujets qui rentraient pour nous dans ce récit-là et qui ont trouvé pas mal d'écho. Je vais revenir un petit peu dessus, mais voilà, c'est une approche qui est très centrée sur l'individu, mais qui, pour le coup, fonctionne plutôt bien et que donc on a essayé de porter par ce récit. La question de la réconfiguration géopolitique par les ressources, ça, c'est un récit un peu différent, qui est un peu plus éloigné de l'individu, dans le sens où il est plus sur la compétition sur certaines ressources aujourd'hui, par exemple la compétition pour l'eau, l'uranium ou les terres arables, et donc où l'écologie, en fait, n'est plus juste un enjeu sectoriel, mais quelque part un enjeu central au cœur des questions de souveraineté nationale. Donc là, on est sur quelque chose d'assez politique, mais qui du coup est plus difficilement appréhendable, mais on voulait tester quand même ce discours-là, en essayant de l'ancrer quand même avec la question du vécu des gens, en essayant de le rattacher à la manière dont ça pouvait impacter leur quotidien également. Mais on était plutôt sur une notion où le changement climatique exacerbe les tensions existantes, précipite les déplacements de population ou alimente les conflits. Et donc d'essayer de croiser davantage cette question écologie et géopolitique et voir comment ça faisait écho ensuite chez les Français. Le troisième récit, lui, est plutôt sur l'écologie du sensible. Donc ça, c'était plutôt la question de la culture, patrimoine, identité et transmission, on a précisé. Mais en fait, voilà, c'est un récit qui visait surtout à réconcilier écologie et les questions d'enracinement, en essayant de valoriser tout ce qui est savoir-faire locaux, tout ce qui est paysage, tout ce qui est art de vivre français. Donc c'est un registre narratif qui est assez pertinent, mais qui peut rassembler beaucoup, mais qui historiquement était quand même très souvent associé à une couleur politique. Et donc il a tendance à pas forcément être très mobilisé actuellement. Pourtant, on y voit quand même pas mal d'intérêt aussi dans cet attachement de ce côté très enraciné. Et donc, on a essayé de voir, de tester justement comment s'étaient perçues ces questions-là, où on essaye de raccrocher patrimoine naturel et patrimoine culturel et essayer de voir de quelle manière ça se complète et ça peut s'augmenter l'un l'autre. Et enfin, le dernier récit, c'est un récit plutôt à vocation économique, c'est le coût de l'inaction. Donc, le coût de l'inaction, c'est vraiment un récit économique qui part d'un constat qui nous a un peu interpellés, c'est qu'aujourd'hui, il y a 21% des Français qui se déclarent prêts finalement à accepter une augmentation de la fiscalité environnementale, ce qui est assez peu pour financer la transition écologique. Ce qui nous interpelle beaucoup, c'est que ça veut dire que la plupart des Français, 4 sur 5, s'opposent en réalité à contribuer. Et ça contraste assez fortement avec un principe de réalité économique, qui est qu'aujourd'hui, en fait, le montant que le citoyen serait amené à payer si on ne fait rien serait largement supérieur que si on fait quelque chose. Et ça, voilà, nous, ça nous a interpellés, puisqu'on sait que les études montrent actuellement que ne rien faire, par exemple, coûtera 15% du PIB français d'ici 2050, ce qui est extrêmement important. On est en gros sur 0,5 à 1% pour une transition maîtrisée. Et c'est là où c'est assez simple. Si on fait la comparaison, c'est que, par exemple, la première option, donc les 15%, ça revient plus ou moins à un scénario d'effondrement économique un peu comparable à ce qui s'est passé pendant la Grande Dépression de 1929,
Quand un scénario plutôt de transition maîtrisée, là, on est sur un effort plus raisonnable. Donc, c'est plus cette perspective de qu'est-ce que ça veut dire que c'est 15%, comment ça peut être appréhendé. Et pour nous, concrètement, ça se traduit aussi dans le quotidien des Français, puisque c'est des primes d'assurance qui explosent. On considère qu'elles vont augmenter de 93% d'ici 2050. C'est des logements qui sont plus assurables, c'est des pertes de revenus liées aux canicules notamment, c'est des impacts sur la santé, sur le coût de santé publique également, c'est des impacts sur la capacité à travailler, sur les arrêts de travail, sur les jours travaillés aussi. Donc ça a quand même un coût assez considérable. Et là, c'était pareil, l'idée c'était de tester ce scénario et de voir comment ça faisait écho auprès de la population. Alors peut-être justement pour vous donner un peu les grands enseignements clés qui sont ressortis. Donc lors de la consultation citoyenne avec Blueneuve, l'objectif c'était vraiment de tester auprès du grand public les éléments de narration écologique issus des récits que je viens de vous présenter, pour voir qu'est-ce qui marchait en termes d'adhésion, d'émotion et d'engagement. Donc on a pris 4 thématiques qui correspondaient en fait à ces 4 récits et on les a testés. On a essayé à chaque fois de voir avec des exemples, de relier ça à des exemples de vie réelle, du quotidien, et de voir ce qui faisait écho ou pas. Et donc on a invité les participants à pas seulement nous dire est-ce que ce sujet vous parle, mais aussi à aller exprimer davantage leur ressenti face aux exemples présentés et voir qu'est-ce qui fonctionnait ou pas. Et donc là, c'est un petit peu 4 messages clés qui sont les choses qui ont plutôt fonctionné. Déjà, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, on a quand même un gros sujet qui était que les Français souhaitent globalement agir, mais se sentent dépossédés du débat écologique. Déjà, on en a 1 sur 2 qui dénonce une forme de confiscation politique, qui regrette en fait cette politisation du discours écologique, parce que ça souvent c'est vu comme un sujet dogmatique, un discours punitif, culpabilisant, caricatural, enfin bref. En tout cas, c'est regretté par la plupart des Français. Une autre chose aussi, c'est finalement ce 37% des participants soulignent l'inaction collective, politique et institutionnelle, donc qui justement sont bloqués toujours par cette question d'appartenance, aujourd'hui en tout cas de ressenti d'appartenance politique du sujet écologique. Donc ça, pour nous, c'est un premier point très important, c'était que l'écologie n'appartient pas au parti et doit être déconnectée de cette question-là, ce qui n'est pas forcément évident dans le contexte actuel. Un deuxième sujet, c'était que protéger l'écologie, c'est protéger la santé et la sécurité. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que 2% des répondants avaient déjà entendu parler du lien entre santé et écologie, et que en fait, 87% le trouvaient important qu'ils le connaissent ou pas à la base. Donc c'était un sujet c'est le sujet qui est le mieux identifié et qui suscite le plus d'intérêt des participants. Et là, on vous a mis 2 exemples, par exemple, de phrases qui ont particulièrement eu écho pour les participants, à savoir que la pollution de l'air causait 40 000 décès prématurés par an, ou que les vagues de chaleur en 2024 avaient entraîné 3 700 morts. C'est des chiffres un peu clés, mais qui faisaient clairement écho à chacun, parce que plus parlant que d'autres dans ceux qu'on avait pu présenter. Si on prend la question du patrimoine, préserver la nature, c'est aussi préserver notre patrimoine et notre identité. Là, on sent que certains sujets marchent mieux que d'autres. Par exemple, on a utilisé cette phrase, un site patrimonial sur 6 est déjà menacé par le dérèglement climatique. C'est un exemple qui a extrêmement bien fonctionné, qui était un des plus parlants pour le panel, parce que d'un coup, ça faisait écho potentiellement à des lieux à côté de chez eux ou des sites un peu emblématiques. On a parlé par exemple beaucoup des châteaux de la Loire. Ça a été assez efficace en termes d'exemples cités. Et finalement, on voit qu'il y a un levier assez puissant en fait sur l'attachement des Français à ces biens patrimoniaux, et du coup à essayer de lier culture et nature sur ces questions-là. Et enfin, le coût de l'inaction, qui est plus élevé que le coût de l'action. Ça, c'est un sujet qui a beaucoup interpellé, qui a pas mal plu aussi dans l'approche, puisque 88% des répondants l'ont jugé essentiel, avec des chiffres clés type une maison sur deux est exposée à un risque climatique, mettant en péril l'assurabilité des logements. Ça, c'est des choses qui ont bien fait écho parmi le panel du coup qui a répondu à cette consultation. Là, voilà, c'est pour vous donner un peu les grands chiffres et vous dire un peu 2-3 éléments en plus, notamment sur ces différents enjeux. Donc, si on regarde la santé, donc c'était effectivement, comme je le disais, le levier le plus mobilisateur, mais vraiment de façon assez nette. Ça confirme relativement bien quand même pas mal de choses qu'on peut constater aujourd'hui, hein, notamment dans des mobilisations citoyennes, comme celle contre la loi du plomb, où on voit que le lien entre santé et écologie est quand même assez clair, assez largement intégré par la population, et mobilise aussi beaucoup. Alors c'est lié au fait que c'est vraiment le registre émotionnel qui parle derrière ce levier, et que les conséquences sont extrêmement visibles, voire immédiates, et relève du vécu des individus. Donc c'est pour ça que ce sujet marche particulièrement bien.
et que certains sujets, par exemple, comme les maladies chroniques, l'augmentation des cancers, en particulier les cancers pédiatriques, incarnent, par exemple, de manière très concrète ce lien. Alors là, on n'est pas vraiment dans une vision positive, mais on est sur une vision extrêmement vécue, concrète et proche de l'individu. Et ça, c'est ce qui l'a rendu particulièrement mobilisateur. On parlait tout à l'heure des phrases qui avaient plutôt bien marché. Bon, les 40 000 décès prématurés liés à la pollution de l'air, ça, c'était un levier assez efficace. Mais aussi tout ce qui était lié à l'impact de l'environnement sur la santé mentale était quelque chose qui a été évoqué et qui a plutôt bien fonctionné. On a 19% des participants qui ont validé, par exemple, le fait que la qualité de l'environnement influençait directement le bien-être psychologique. Donc ça, c'est quelque chose qui, quand même, 19%, c'est pas anodin non plus, parce que c'est des études qui sont pas toujours simples à présenter et à justifier auprès du grand public. Et globalement, ce qu'on voit, c'est que les effets d'une politique locale de lutte justement contre la pollution sont clairement perçus comme assez immédiats. Donc ça passe plutôt bien auprès de la population, parce qu'on va parler d'avoir moins de problèmes d'asthme, moins d'infarctus, moins de morts prématurées, etc. Ça, c'est plutôt des leviers qui fonctionnent pas mal. Si on regarde par contre la question du patrimoine, là, c'est un peu différent. On voit qu'il y a un attachement qui est fort à ces sujets-là. Je parlais des châteaux de la Loire, notamment. On a utilisé un exemple qui était que les châteaux de la Loire étaient menacés par les crues et les infiltrations liées au dérèglement climatique. Ça a parlé à 78% des participants, donc c'est plutôt un très bon score, parce que voilà, il y a un symbole fort de la culture, de l'histoire française, enfin, c'est un repère collectif qui est partagé. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est que près de 30% des répondants déclarent ne pas percevoir clairement le lien entre climat et patrimoine culturel. Donc on voit finalement qu'il y a encore un travail sur la compréhension à faire entre justement ce rapport entre environnement et héritage matériel ou immatériel. Il y a un enjeu, on voit qu'il y a un attachement, on voit que ça peut être un levier, mais que la concordance entre les deux n'est pas encore très simple pour tout le monde, et que ça dépend aussi notamment de la catégorie d'âge. Tout le monde n'a pas, en fonction de ça, on n'a pas forcément le même attachement à la question patrimoniale, ou en tout cas on voit le lien de façon plus ou moins marquée. Sur la géopolitique, là, c'était vraiment le sujet le plus difficile à appréhender pour le grand public, parce que c'est un sujet qui est complexe, qui est perçu comme éloigné du quotidien. Globalement, les participants reconnaissaient l'importance stratégique du sujet, ça, il n'y avait pas de problème avec ça, mais ils avaient plus de mal à s'y projeter. Et donc, on voyait que la dimension émotionnelle, forcément, était plus distante. On a quelque chose de plus abstrait, donc c'était un peu plus difficile d'y aller. Par contre, dès qu'on a parlé prix d'énergie, sécheresse, pollution locale, bref, d'exemples concrets d'impact, finalement, de ces crises, là, l'adhésion citoyenne augmentait. Donc, ce que ça montre, c'est que finalement, c'est toujours le registre thématique du quotidien qui permet de renforcer la compréhension, même sur des enjeux de ce type-là, qui vont bien au-delà, ce qui n'est pas toujours simple à faire dans nos travaux, d'aller faire justement ces passerelles, mais on voit que c'est ça qui fonctionne le mieux, et que finalement, les citoyens s'engagent davantage quand ils perçoivent les effets directs de la transition sur leur vie, sur leur facture ou sur leur santé. Et enfin, sur le coût de l'inaction, 43% des participants considèrent que ne rien faire coûtera plus cher qu'agir maintenant. Donc ça montre quand même un taux d'adhésion qui est assez important pour ce thème, qui apparaît quand même comme très convaincant, et surtout quand on parle des conséquences microéconomiques en fait, de l'inaction. Pour deux raisons. C'est déjà que la plupart des Français ont quand même conscience que c'est les ménages modestes et la classe moyenne qui seraient les premiers touchés en cas d'inaction, et donc c'est perçu à la fois comme une menace directe pour le modèle de solidarité nationale, et surtout aussi sur la charge financière qui en découlerait, puisque forcément, ça serait progressivement reporté sur les individus. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ce sujet qui pourrait être présenté d'une façon globale, d'une façon très générale sur le coût, est particulièrement bien perçu quand on le rapporte finalement ce que ça veut dire pour les individus. Donc peut-être pour vraiment essayer de simplifier au maximum, sur les 4 thématiques, déjà on avait un peu une hiérarchie des thématiques, celle qui est placée en tête, qui est vraiment la plus mobilisatrice, c'est la question de la santé, suivie ensuite de la question du coût économique de la non-action. Dans les chiffres qu'on a eus, c'était le deuxième. Et enfin, de la préservation du patrimoine, le dernier étant la géopolitique. Et globalement, c'est toujours la même chose, c'est que les enjeux globaux restent plus abstraits que les dimensions concrètes de la vie quotidienne, et que donc, plus on se rapproche de la vie quotidienne, mieux cela fonctionne. Et c'est ce qu'on voit avec les exemples qui sont ici. Et je vais juste peut-être passer à la suite, oui, sur le sondage. Hop. Voilà. Sur le sondage Ipsos qui visait à consolider les résultats, l'idée, c'était vraiment d'être dans un souci un peu de représentativité, et notamment d'essayer de valider les enseignements issus de la consultation citoyenne qu'on avait menée cet été,
Donc ça, c'est un sondage flash, hein, il a duré 4 jours en octobre, donc c'était vraiment très court, sur un échantillon national de à peu près 1000 personnes âgées de 18 ans et plus, avec toutes sensibilités politiques confondues. Ça, c'était pour nous extrêmement important. Et globalement, ce sondage a permis de valider les enseignements de la consultation. Ce qu'on a vu aussi qui était hyper intéressant, c'est que finalement, cette question de la préoccupation environnementale transcendait les appartenances politiques, que ce n'était pas forcément lié à une couleur politique, au contraire, et que l'écologie apparaissait globalement comme un bien commun et partagé, à partir du moment où on reliait santé, justice sociale, qualité de vie, transmission. C'était des thèmes qui parlaient à tous, donc ça pour nous c'est un levier qui est quand même important. Et que 71% en fait, des Français déclaraient attendre de la part des partis politiques dont ils se sont proches un engagement plus fort en faveur de l'écologie, y compris, et ça c'est important pour nous, parmi les électeurs de droite et d'extrême droite, qui ne sont pas forcément les premiers cités en général sur le type d'études. Donc nous, on trouvait que c'était un résultat qui était quand même assez important à avoir en tête, et que ça soulignait finalement l'attente qui était largement majoritaire de voir cette question environnementale intégrée au cœur des programmes politiques. Alors après, il faut voir de quelle manière il l'est. Ce qu'on a pu constater notamment sur un certain nombre de sondages dans le cas des municipales, c'est qu'on n'attendait plus forcément que l'écologie soit traitée comme un sujet en soi, mais plutôt qu'il soit intégré de manière transversale à l'ensemble des autres politiques. Donc ça, c'est aussi un enseignement supplémentaire qui n'est pas de cette étude-là, mais qui permet quand même d'être croisé, parce que ça apporte une autre lecture aussi à ces enjeux. Alors, sur la partie grands enseignements et préconisations, donc là, c'est plutôt effectivement sur les outils à mobiliser. Ce que nous, on constate, c'est que finalement, tous les résultats qu'on a et les retours qualitatifs ont convergé à chaque fois vers la même chose, qui était de repartir du vécu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de mobiliser les émotions, le sensible, évidemment, mais surtout d'avoir des exemples extrêmement concrets et faciles à visualiser. Alors, ça, quand on dit ça comme ça, c'est facile, c'est pas si simple à mettre en place, je vous montrerai aussi, parce que nous, on a la question qui se pose aussi pour nos travaux. Mais globalement, c'est des petites choses, notamment comme quand on utilise des exemples chiffrés, c'est essayer de les donner de façon un peu plus parlante, et plus forcément en pourcentage, mais plutôt avec des ratios, par exemple, une personne sur 5, 2 maisons sur 3. C'est des chiffres qui parlent le plus, surtout s'ils sont un petit peu, si c'est un peu des gros chiffres, ça met en valeur des choses un peu fortes. Ça, c'est plutôt des exemples qui nous ont interpellés, parce qu'effectivement, on voyait que c'était toujours cette question du rapport à l'individu qui ressortait par ce prisme-là. De même, c'est plutôt d'être sur des échéances proches. Quand on parle de 2050, c'est pas forcément quelque chose de très concret, c'est pas forcément simple à appréhender pour le grand public, mais plutôt d'essayer de voir des choses qui sont soit déjà visibles dans le quotidien, plutôt sur des scénarios lointains, et donc d'essayer d'avoir vraiment cette vision de proximité. Alors, c'est pas forcément quelque chose de facile, hein. Nous, on le constate, on parle de biodiversité, on va tendance à parler d'espèces, par exemple, qui disparaissent. C'est plus facile de parler d'une espèce qui disparaît, si on parle à des individus qui l'ont connu enfant, par exemple, et si on parle à des gens qui ne l'ont pas connu, ça ne va pas leur parler, ça ne va pas faire écho. C'est un peu ce problème-là qu'on rencontre au quotidien. Et donc, on va essayer, nous aussi, dans nos travaux, et on essaie de le faire de plus en plus, d'être sur par exemple, des espèces de proximité, ce genre de choses, des espèces que les gens voient. On va essayer justement de faciliter ce lien d'attache. Et puis, globalement, c'est d'aller sur des situations vécues. C'est ça qui fonctionne le mieux à l'heure actuelle. Donc, mobiliser les émotions et l'expérience sensible. Donc ça, oui, c'est ce qu'on disait, c'est qu'aujourd'hui, la seule rationalité technique, le seul discours technique et scientifique ne suffit plus. Donc là, l'idée, c'est de vraiment toujours se rattacher à cette notion d'écologie sensible et incarnée. C'est d'aller sur des actions qui sont tangibles, donc des trucs assez simples, accessibles, pour dépasser le sentiment d'impuissance. Ça n'empêche pas d'avoir des actions plus fortes, mais on a besoin quand même de cette première étape pour dépasser justement ce côté du je ne peux rien faire, mais commencer l'engagement quelque part. Et enfin, c'est de diversifier les récits. C'est-à-dire que là, nous, on a proposé des récits qui étaient très différents les uns des autres, certains qui engagent plus que d'autres, mais ça ne veut pas dire que, par exemple, les récits sur la géopolitique ne parlent à personne. Ça veut juste dire qu'il va parler à moins de monde. Mais du coup, on va quand même avoir besoin d'aller diversifier l'ensemble des récits pour que chacun s'y reconnaisse et que dans la diversité finalement de la population, chacun ait une porte d'entrée qui lui parle et trouve du coup un chemin vers cet engagement écologique. Et pour nous, c'est quand même tout ça un certain nombre de points de communication qui sont essentiels et qu'on essaye du coup aujourd'hui de mieux appliquer dans nos propres travaux. Donc voilà, là l'idée c'est de dire que nous on va essayer d'utiliser tout ça, parce que c'est assez nouveau, hein, c'est une étude qui est sortie en fin d'année, pour nourrir les prochaines actions de plaidoyer et de communication du WWF vis-à-vis du grand public, mais aussi dans le dialogue avec les pouvoirs publics, puisque nous on a tout un tas de travaux en direct, bien sûr, avec les pouvoirs publics.
on sent aussi que cette manière de communiquer a plus d'écho dès qu'on l'utilise au-delà du grand public, mais aussi vers les élus et vers le monde public au sens large. Donc aussi vers les entreprises, les médias et la société civile. Globalement, voilà, ce qu'on indique, ça appelle à replacer l'écologie au cœur d'un nouveau contrat social. En gros, à faire davantage le lien entre écologie et société. Mais voilà, c'est un sujet qui n'est pas forcément simple à appréhender. On a souvent des fonctionnements en silo sur ces questions-là. Et nous, c'est vrai que pour nous, c'est ce qu'on essaye aujourd'hui de porter davantage. Je vais donner quelques exemples ensuite pour essayer de faire ce lien autour du nouveau contrat social. Peut-être juste pour préciser, donc le WWF France n'accompagne pas aujourd'hui des acteurs et actrices de manière opérationnelle sur ces questions. On ne fait pas forcément du clé en main sur la mise en récit, etc. Par contre, le but de ce rapport, c'était vraiment plutôt d'apporter une pierre à l'édifice et de donner comme ça quelques enseignements et principes concrets de narration qui peuvent être appropriés par les différents acteurs du secteur. Avec, voilà, l'ambition, c'était juste d'outiller, en fait, ceux qui souhaitent raconter autrement l'écologie, en tout cas d'apporter un bout de la réponse, et pas d'aller produire un récit unique. C'est pour ça que les 4 récits ne sont pas invalidés. Il y en a qui marchent mieux que d'autres, mais globalement, il faut combiner un peu les effets. Et peut-être pour vous donner deux exemples de ce qu'on a pu faire côté VVF, de façon assez récente. Là, le premier, c'est un exemple sur les réseaux express vélo. Donc ça, c'est une étude qui est sortie il y a 2 semaines, je crois, c'est assez récent. Notamment dans le cadre des municipales qui visaient à montrer l'intérêt de ces réseaux pour les grandes agglomérations et surtout montrer que la plupart des grandes agglomérations étaient en retard sur le développement des réseaux express vélo alors que ça avait à la fois un intérêt social mais aussi économique par rapport à d'autres types de mobilité. Et donc, on a voulu essayer de voir de quelle manière les différents registres qu'on a évoqués sur les récits pouvaient être mobilisés. Et il y en a un en particulier qu'on a inséré dans cette étude qui est celui de la santé. Avec l'idée voilà, qu'il y avait un coût, c'était à la fois la santé et la question de coût de l'inaction, puisque voilà, par exemple, ce que ça montrait, c'est que le développement massif du vélo permettait d'économiser jusqu'à 3 milliards d'euros par an de coûts sociaux de santé associés. Donc ça, pour nous, c'était un sujet qui était intéressant parce qu'il croisait à la fois la question de santé et la question de coût économique. Et on a essayé aussi de relier cela à la question du quotidien des Français, en montrant justement certains chiffres issus d'études de l'Institut Pasteur qui mettent en avant que 100 minutes de vélo par semaine suffisent à réduire la mortalité, toutes causes confondues, de 10% chez les adultes. C'est des chiffres un peu forts, mais qui ont un impact et qui sont très liés au quotidien, finalement, puisqu'on rappelle que la moyenne aujourd'hui en France, c'est même pas 10 minutes par semaine. Donc ça, c'est des choses qui, en termes de communication, sont assez intéressants et ont pas mal d'effets, notamment vis-à-vis de la presse, mais aussi du grand public, quand on les utilise. Après, voilà, c'est pas forcément encore évident. On voit qu'il y a toujours, comme on disait, des pourcentages, des choses comme ça. C'est pas encore des communications faciles, voilà, sur des communications un peu d'experts. Mais justement, nous, le but, c'est d'essayer de travailler sur comment renforcer ce discours-là dans nos propos, tout en gardant cette base scientifique sérieuse, parce que c'est quand même toujours le sujet, et il faut vulgariser, mais sans non plus aller dire de bêtises ensuite. Donc, on essaye de travailler justement sur ces registres-là. Et c'est un travail qu'on essaye de porter de plus en plus, ce lien entre écologie et santé, avec notamment tout un travail qu'on est en train de développer actuellement. Donc, c'est vraiment le début, c'est pour ça qu'on ne va pas rentrer dans le détail, mais sur tout ce qui est lié à l'urbanisme favorable à la santé, puisque l'urbanisme, forcément, d'un point de vue environnemental, c'est un énorme morceau, mais cette question du lien entre écologie et santé n'est pas forcément très portée actuellement. Donc, dans le cadre d'un partenariat qu'on a avec la métropole Rouen-Normandie, on a décidé de travailler conjointement sur cette question-là, de voir comment la métropole s'emparait de cette question-là dans ses différentes politiques. Est-ce qu'elle arrivait à croiser les enjeux, de quelle manière? Donc voilà, c'est un peu une analyse du fonctionnement aujourd'hui de cette collectivité, mais aussi d'essayer de croiser. Donc c'est pareil, on s'est rapproché de différents acteurs de la santé publique pour voir comment eux traitaient le sujet écologie. Et comme ça, chacun de notre côté, aujourd'hui, on le fait un peu en silo, mais l'idée, c'est d'arriver quand même à faciliter justement les échanges et avoir une approche plus globale de cette question santé-écologie. Et peut-être un autre exemple, le cas de... Hop, ça va. Alors, il faut que j'arrive à passer. Voilà, la slide suivante. Le cas de notre dernier rapport sur l'état de la biodiversité en France. Donc, le WWF publie tous les 2 ans un rapport sur l'état de la biodiversité dans le monde. Et là, on a décidé cette année de sortir plutôt un état des lieux de la biodiversité en France. C'est la 2e fois qu'on édite un rapport sur le sujet. Pour essayer de montrer justement où est-ce qu'on en est
avec à la fois la question du déclin, mais pas que. Justement, on a voulu un peu inverser la façon de parler du sujet et de montrer que, en fait, il y avait aussi des choses positives. Donc, on a eu plusieurs approches. Déjà, sur la notion de déclin, on s'est dit, il faut montrer ce déclin-là, mais pour ça, le plus pertinent, c'est de partir d'espèces qui sont assez proches des Français, ou en tout cas qu'ils connaissent, voire que certains ont dans leur environnement immédiat. Donc, sur les campagnes, par exemple, on a plutôt regardé le moineau friquet, qui est un oiseau assez emblématique des campagnes, qui a eu en plus une grosse chute, donc avec des chiffres assez parlants. Sur les forêts, c'était plutôt le grand tétras, sur la rivière, le brochet, et sur les océans, le dauphin commun. Donc des espèces qui parlent un peu quand même à pas mal de monde, pour faciliter justement la compréhension du message. Mais l'idée, c'était de ne pas parler que des déclins, mais justement aussi d'avoir un regard positif sur la question. Et pour ça, on a aussi du coup évoqué surtout des bonnes nouvelles de conservation, donc les espèces pour lesquelles la conservation fonctionnait, pour montrer justement que quand on fait quelque chose, ça marche. On s'est dit, le levier, ça va être aussi ça va être de montrer que les actions de conservation ont un impact et d'essayer de l'estimer. Donc le discours du rapport, ça a été vraiment de faire ce parallèle entre les déclins d'un côté et les qualités, on va dire, de l'action. Et ça, on s'en est servi du coup aussi pour la communication très grand public, via notamment les réseaux sociaux, où voilà, on a une espèce de petit module, l'effet panda, qui montre justement des impacts positifs sur la biodiversité, des impacts positifs de conservation, notamment en lien avec des actions du WWF, mais pas que, ça dépend des fois. Et là, c'était vraiment l'idée de montrer ces actions et que ça permettait justement de transmettre à de nouvelles générations aussi l'amour de la nature et la protection de la biodiversité, toujours par des espèces un peu classiques. Mais ça, c'était plutôt pour les adultes. Ce qu'on fait, c'est qu'on décline du coup aussi des choses pour les enfants, parce qu'on sait que c'est quand même aussi un levier intéressant et que là, du coup, il faut vraiment avoir quelque chose de positif dans l'approche. Et notamment, on a sorti cette version, qui est la version de notre rapport, adaptée aux enfants, aux écoles primaires. Là, c'est un livret qui est destiné du coup aux écoles, aux familles et aux acteurs de l'éducation à l'environnement, qui donne plutôt une approche ludique et positive de la sensibilisation à la nature, et donc avec plutôt la découverte d'espèces menacées et de leur habitat. Et on a fait ça aussi en partenariat avec, par exemple, le journal de Mickey, un classique pour les enfants, où on a sorti une double page avec eux qui présente justement les grandes lignes du rapport, mais plutôt avec l'angle pourquoi il faut protéger la biodiversité, comment ça va, des exemples d'espèces un peu jolis, mais qui en même temps parlent aux enfants, et la façon dont ils pouvaient agir. Donc, essayer quand même d'avoir une approche toujours assez ludique des choses, et pas trop défaitiste non plus, pour les mobiliser davantage. Et donc, peut-être pour conclure, c'est-à-dire que ce rapport, pour nous, c'est un sujet qui a un démarrage, en fait. C'est une première étape dans la manière de retravailler nos propres sujets. On n'en est qu'au début. On est très loin d'avoir fini. Il y a encore plein d'axes de progrès. Ça se voit d'ailleurs dans les documents que je viens de vous montrer. On voit plein d'axes encore qui peuvent être clairement améliorés. Mais ce que ça nous montre surtout, c'est qu'aujourd'hui, la bataille écologique, elle est plus tant technique. Il y a encore plein de sujets techniques, mais elle est aussi beaucoup culturelle. Si on veut arriver justement à embarquer davantage de gens et à avoir un engouement plus fort pour cette notion qui aujourd'hui est quand même un petit peu compliquée à remettre dans le débat public. Donc pour nous, c'est un vrai enjeu justement d'arriver à naviguer dans cette dimension technique et cette dimension culturelle et cette manière justement d'aller embarquer davantage le grand public sur nos différents enjeux. Voilà, je m'arrête là. Je pense que vous allez certainement avoir des questions ou des idées aussi à partager, parce qu'il est assez probable que vous ayez vous-même dans vos travaux régulièrement eu à confronter des points de vue sur ces questions-là. Donc, n'hésitez pas aussi à faire remonter, ça peut être intéressant. Merci beaucoup. Et merci pour le partage de l'étude. Voilà, je vais partager effectivement le lien en cherchant Récit pour une écologie populaire sur Internet. Vous trouverez le rapport complet avec tout le détail des enquêtes notamment. Tout de suite, on va penser à prendre quelques questions qui sont arrivées dans le chat, et après, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Alors, donc, je vais lire la question. Donc, quand vous dites que tel ou tel levier est mobilisateur, comment cela se traduit-il? Est-ce que les personnes modifient certaines de leurs pratiques, de leur consommation? Est-ce que cela est mesuré, ou est-ce qu'on reste au stade de l'intention et des accords de principe? Est-ce qu'on a une concrétisation? Alors là, quand on parlait de levier mobilisateur, c'était vraiment par rapport à la consultation. Donc, c'était plus la façon dont les gens réagissaient à ces leviers. Est-ce qu'ils exprimaient, est-ce que ça leur parlait ou pas? Est-ce que c'était des choses qui faisaient écho? C'est pas forcément, malheureusement, on n'a pas pu mesurer l'effet pour dire est-ce que vraiment c'est un effet d'engagement. À ce stade, on n'en est pas là. On aimerait bien, j'aimerais bien qu'à terme on y arrive, mais pour l'instant, malheureusement, on n'en est pas là. Là, c'était vraiment uniquement dans le cadre de la consultation, de qu'est-ce qui fonctionnait le mieux
en termes de taux de réponse ou de taux d'adhésion à certaines formulations. D'accord. Et un peu donc la même personne, est-ce qu'il y a des travaux qui se sont intéressés à la manière dont on peut articuler la rationalité avec les émotions pour que les enjeux de l'écologie soient compris et que de nouveaux modèles de consommation puissent émerger? Alors nous, on n'a pas pris cet axe-là. Je pense qu'il y a des travaux de recherche là-dessus, effectivement, ça m'étonnerait qu'il n'y ait rien. Mais c'est vrai que sur cette articulation entre rationalité et émotion, on a un peu tendance encore à les regarder en silo, même si on voit, nous, dans les effets de ce qui fonctionnait le mieux, que finalement, c'est un peu ce double discours qui était intéressant. C'est-à-dire à la fois ce discours rationnel, où on a ce discours quand même technique et scientifique, parce que mine de rien, par le passé, il a quand même rassemblé des gens, heureusement, mais qu'il fallait coupler avec les émotions. Après, le lien entre les deux et leur articulation et comment la faire de la façon la plus pertinente, ça, pour le coup, nous, on n'a pas pu forcément se pencher plus que ça sur le sujet, au-delà de pouvoir dire voilà, que c'était cette question du recentrage sur l'individu, etc. Donc ça, je pense que c'est effectivement, il doit y avoir des travaux de recherche pour l'articulation plus fine, mais nous, on n'a malheureusement pas pu aller là-dessus. Par contre, sur les nouveaux modèles de consommation, effectivement, c'est un vrai sujet en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur la sobriété, où on voit que voilà, c'est toujours cette question de la différence entre l'approche très théorique versus l'approche centrée sur l'individu et sa consommation personnelle, notamment. Donc ça, oui, c'est... Nous, on n'a pas forcément mené ces travaux-là, mais oui, il y en a au niveau de la recherche. Il faudrait que je vous retrouve un petit peu des données derrière. Si vous voulez, je pourrais vous envoyer ça, il faut que je regarde un petit peu. Mais oui, on n'a pas pu nous creuser malheureusement davantage sur cet aspect-là. Certainement, autour de la table, on a pas mal de gens qui bossent dans le thème de l'environnement, l'écologie, de l'eau. Ça peut être intéressant de vous partager éventuellement vos retours d'expérience. Là, on peut aussi en discuter Complètement. oralement. Moi, je vais juste faire un retour d'expérience, par exemple, sur donc un cas où on a des contrats de rivière qui s'occupent de la mise en place de zones humides, de mares, et, en faveur de l'écologie, des petits batraciens et tout ça. Mais en fait, ça touchait pas les élus. Et puis ils ont mis une caméra en fait qui prend des photos la nuit là, et puis ils ont eu du gibier, en fait des animaux sauvages qui sont bien connus, des chasseurs qui viennent s'abreuver. Et tout d'un coup, en fait, on a eu un retournement de situation de la part des élus qui étaient en charge de ces décisions dans le domaine de des rivières et des milieux aquatiques, qui se dit, mais c'est super intéressant, on veut développer ce type de milieu plus. Et donc, en fait, on voit qu'à partir d'un petit rien qui est en fait l'espèce, entre guillemets, emblématique mis en avant, on a pu modifier la perception de l'intérêt d'une action écologique de manière assez importante, puisque le comité décisionnaire des élus a vraiment s'emparé du sujet beaucoup plus qu'il ne l'était avant. Là, c'est des petites choses comme ça qui sont finalement quelles sont les choses qui vont parler à nos interlocuteurs. Et ça, pour ça, ça demande la discussion, effectivement, puisqu'il faut aller voir les besoins et quels sont entre guillemets, leurs mots aussi. Dans le rapport, qui est écrit notamment, par exemple, on parle plutôt de nature que d'environnement. L'environnement, c'est un peu clivant. La nature, c'est un peu plus vaste, c'est un peu plus, entre guillemets, englobant selon les différents scopes politiques. Là, c'est des petites choses comme ça. Est-ce que quelqu'un d'autre veut apporter un élément, un témoignage, une question? Et N'hésitez peut-être juste pas. pour répondre, ça fait bien le lien avec cette question du vu, du vécu et de l'émotionnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a vu les animaux à la caméra, on ne le vit pas de la même façon que quand ça reste très abstrait et qu'on sait qu'ils sont là, mais qu'on ne les croise pas. Nous, on constate aussi sur des dispositifs qu'on peut avoir autour du lynx ou du loup, où le fait de filmer les animaux, de pouvoir suivre les déplacements et de pouvoir les voir concrètement, ça n'a pas le même impact que justement de l'aborder de façon théorique avec des élus. Donc ça, oui, complètement, mais c'est ce registre finalement émotionnel et du pour le coup de la vision des animaux qui joue beaucoup. Gwenaël, si tu veux prendre la parole, je te laisse allumer ton Ce micro. sera mieux. Ouais. Le retour que je pourrais faire, je bosse à l'Agence régionale de biodiversité Bourgogne-Franche-Comté et on a fait une petite enquête auprès d'élus là pour justement voir comment ils intégraient dans leur discours auprès de leurs autres élus et autour de leur public, je veux dire scolaire ou habitants. Et le retour qu'on a eu, c'est pour parler d'écologie, de biodiversité, en fait, ils attaquent rarement en frontal parce que ça marche très très mal. Et ils attaquaient plutôt sur le mode cadre de vie, risque santé, risque d'inondation, risque voilà,
pour après aborder la question de nature et biodive. Donc c'est vrai, ça rejoint pas mal ce que vous disiez en disant si on attaque en frontal, ça marche pas, ça marche rarement bien. Bon, j'ai pas eu d'exemple sur d'animaux à sauver, en tout cas dans les exemples qu'on a eu sur les élus, mais voilà, c'était un petit retour d'expérience qu'on a vécu là cette année en faisant un appel à quelques élus du secteur. Sur l'aspect consommation, je voulais. Ah bah tiens, monsieur Gobi, si vous voulez intervenir, allez-y. Oui, bonjour, merci. Vous pouvez dire d'où vous Euh, parlez aussi, excusez-moi, comme ça on sait à qui on a. Ça marche, pas de souci. Donc non, moi je travaille au conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Moi j'avais une petite question sur, en fait, est-ce qu'il y a des actions, des types d'actions un peu concrètes? Alors vous avez parlé du vélo par exemple, mais est-ce que vous en avez testé d'autres auprès des différents publics sondés et interrogés? Parce que, enfin voilà, je pense que l'autre versant de la partie récit, c'est la partie action, comment les gens sont prêts à s'engager. On parlait tout à l'heure de sobriété, etc. Enfin voilà, moi je travaille pour un projet de formation dans l'hydrogène. Je suis assez étonné, par exemple, que les questions énergie parlent finalement assez peu. Alors que bon bah là le contexte en plus s'y prête particulièrement. Donc quand vous avez fait l'étude, c'était pas encore à ce point-là, mais bon, c'est quand même un thème assez sous-jacent. Enfin voilà, moi je suis assez étonné que finalement ça parle pas, ou alors ça parle qu'en période de crise, ou voilà. Mais donc est-ce qu'il y a d'autres types d'actions que vous avez un petit peu expérimenté auprès des autres publics qui parlent plus que d'autres? Alors, à ce stade, on n'a pas eu l'occasion d'expérimenter sur tous les sujets. Par contre, juste une chose, les sujets énergie, c'est pas qu'il parle peu, c'est qu'il parle surtout quand il est relié au quotidien, c'est-à-dire à la facture, par exemple. Quand il va être... Alors, la crise, évidemment, mais parce que la crise, quelque part, est reliée à la facture. Mais du coup, c'est plus d'un point de vue, est-ce qu'on en parle d'un point de vue géopolitique un peu plus abstrait, d'un point de vue national? Enfin, quand on parle de mythe énergétique, il y a plein de gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire derrière concrètement. Alors que si on leur parle de l'impact sur la facture, de ce que ça veut dire effectivement en cas de crise ou dans leur vécu sur l'expression du confort, c'est pas la même chose. Donc, c'est plutôt dans ce terme-là. C'est pas que le sujet n'intéresse pas, c'est que la manière de l'aborder peut plus ou moins susciter de l'adhésion. C'est plus dans ce sens-là. Nous, on l'a vu effectivement sur le modèle du vélo. On a essayé aussi de l'adapter, ces questions-là, nous, dans le cadre de la campagne des municipales aussi, où, alors c'était moins grand public, mais le but, c'était d'embarquer des équipes de candidats autour de différents sujets de transition. Là, on a surtout parlé, c'est tout bête, mais on a parlé combien ça coûtait mettre en place des actions, ce que ça voulait dire pour les habitants, etc. On a essayé de relier quand même à du concret, plutôt qu'à des grandes théories sur pourquoi il faut renaturer pour la préservation de la biodiversité. Oui, mais ça ne va pas forcément leur parler. Donc, on a essayé de relier plutôt à la santé, aux questions justement de cadre de vie, de bien-être, etc., pour essayer d'avoir une approche qui parle plus aux élus et plus aux habitants derrière. Mais c'est plus par des exemples comme ça. En fait, pour moi, il n'y a pas de sujet qui ne plaise pas. C'est juste que dès qu'on est un peu trop abstrait ou qu'on est dans des notions qui sont trop techniques, en fait, on perd du monde. Mais après, voilà, c'est plus comment est-ce qu'on va raccrocher justement pour essayer de rattraper aussi ces gens-là par des leviers qui sont plutôt aujourd'hui très économiques, malheureusement, mais qui sont aussi des questions de confort et de bien-être. Et sur l'énergie, on peut complètement aller sur ces sujets-là. Oui, non, c'était pour ça que je rebondissais sur vos différents encarts, etc. Donc, mais je comprends bien l'approche qui marche. Pour l'énergie, je pense que ça marche plutôt bien aussi. Je ne sais pas si vous avez eu d'autres exemples un peu concrets que vous avez pu tester aussi à part le vélo, ou peut-être que ça sera l'objet d'une autre étude, mais En fait, nous, le truc, c'est que ça, c'est un document qui est assez récent. Il est sorti en fin d'année, et donc on n'a pas pu l'utiliser encore sur tous nos sujets. Et là, c'est vrai que maintenant, toutes les études que sur les VVF, on essaye justement d'y inclure davantage ces notions-là. Donc le vélo, c'est juste que ça, effectivement, c'est sorti il y a 2 semaines, donc c'était en niveau timing, on était très bien. La campagne des municipales, c'est pareil, c'était les mêmes dates. La partie sur la biodiversité, c'était les mêmes horizons. Ça va être intégré dans les futurs travaux. Mais aujourd'hui, c'est vrai que nos anciens travaux ne sont pas forcément orientés sur cet angle-là. Mais le but, c'est justement de s'appuyer là sur cette étude sur les récits pour nous-mêmes retravailler nos propres messages, parce que jusque-là, on a eu souvent des choses très techniques. On a essayé d'engager du grand public, mais on voyait aussi les limites du modèle. Donc le but, c'est de s'appuyer sur ces résultats-là, justement pour davantage faire le lien avec la santé, avec les coûts, gros sujet qui revient beaucoup, mais quand même, c'est voilà. La question patrimoniale, de voir comment on l'aborde, parce que nous, ce qu'on a vu, c'est quand même qu'il y avait des sujets là-dessus qui fonctionnaient bien, et qui fonctionnaient aussi assez bien sur des publics qui ne sont pas forcément les premiers publics réceptifs, justement, quand on va parler biodiversité, etc.,
Et donc voilà, on trouve que là-dessus, il y a un levier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a malheureusement pas eu l'occasion de les mobiliser plus que ça. Ok, ça marche. Merci. Merci. Monsieur Giorgi? Oui, je pense aussi qu'aujourd'hui, les élus sont plus axés sur les technosolutions parce qu'ils ont des résultats pratiquement immédiats et c'est ce que demandent leurs administrés. Juste pour rappeler d'où vous nous parlez, comme ça c'est plus simple pour le. Vous êtes de quelle structure? Je suis du Var. D'accord, mais de quelle structure? Vous êtes une structure ou un des. Oui, France Nature Environnement. Ah, merci. Je pense qu'effectivement, il y a une chose importante, c'est quand on engage une conversation, notamment avec des élus ou même des gens, en fait, c'est commencer par leur faire exprimer sur une question comment ils abordent le sujet. Pour vous, par exemple, si on parle de sécheresse ou d'environnement, c'est qu'est-ce que vous avez remarqué de différent ou qui vous a marqué? Et à partir de là, on va relier avec quelque chose qu'ils connaissent et une émotion, pas forcément bonne. Et à partir de là, bâtir sur qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils veulent faire potentiellement. Peut-être qu'il y aura du technosolutionnisme. Et après, en discuter effectivement, de dire quelles sont les alternatives et d'engager une conversation. Mais c'est que c'est un processus de dialogue qu'il faut enclencher qui est pas qui est de l'humain. Et donc, on n'est pas que dans le mode effectivement à travers des descentes de documents écrits et il faut travailler sur plusieurs volets pour l'émotion. Effectivement, et ça, c'est presque une variation entre quand on parle au grand public et du coup à un auditoire un peu large, ou quand on parle là, par exemple, à un élu en bilatéral, et effectivement, ça va pas être la même approche. Le mieux, c'est d'arriver effectivement à savoir qu'est-ce qui interpelle l'interlocuteur sur ces questions-là. Si son prisme de lecture, prisme individuel d'ailleurs, qui n'est pas forcément lié à sa fonction, mais c'est plutôt la santé, c'est le levier sur lequel il faudra le mobiliser en priorité. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on peut plus facilement faire dans le cadre, nous, par exemple, de l'action plaidoyer en bilatéral ou avec des interlocuteurs en nombre limité. Par contre, quand on parle au grand public, forcément, c'est un petit peu différent parce qu'il va falloir arriver à toucher aussi chacun dans sa diversité. Justement, il y a Céline Zatorski, si tu veux apporter un témoignage? Oui, depuis tout à l'heure, j'écoute et il y a plein de questions qui me viennent. Notamment deux. Donc, nous, on a monté un tribunal, un procès théâtralisé face à l'inaction climatique où on utilise certains leviers. Et la question que je me pose, c'est dans une démarche de changement, voilà, par quel bout on attaque en premier? Voilà. Est-ce que c'est à travers ce que Louise a évoqué, le fait de passer par le grand public qui pourrait impacter, voter, voilà. Enfin, est-ce qu'on travaille déjà sur les récits pour changer nos cultures? Enfin, je partage tout ce qui a été dit, mais je me dis, voilà, pour aller vers un changement, notamment en direction des citoyens et des citoyennes, mais aussi des gens qui ont des structures qui ont du pouvoir. Vous parliez des pétroliers tout à l'heure. Voilà, c'est quoi le plus efficace? Alors, en même temps, si vous aviez la réponse, ce serait super, mais voilà. Donc ça, c'est la première question. Bon, déjà, cette première question, voilà, par quel bout on le prend, quoi? Je pense par l'éducation. Laissez pas intervenir Louise, s'il vous plaît. Je pense, alors j'en ai en Bourgogne, mais je fais rien en France de Normand. Je pense que c'est un peu les deux, en fait. Effectivement, après, tout dépend du contexte local, mais je pense que c'est difficile de se dire qu'on va prendre que d'un côté l'action. Il y a effectivement ce levier très grand public où il y a la question de les mobiliser avec des leviers de communication justement qui soient plus engageants. Mais ça n'empêchera pas d'avoir en même temps ce travail en parallèle sur les élus qui sera peut-être un peu plus descendant. Malheureusement, je pense qu'il va falloir faire les deux en parallèle. Et c'est là où c'est pas forcément évident, c'est qu'il va falloir trouver le bon prisme de chaque côté. Mais j'ai du mal à me dire qu'il y a une action à prioriser par rapport à l'autre. En fait, sur ça, je pense que l'une et l'autre s'auto-entretiennent et que ça va être difficile de jouer, on va dire, contre les lobbies sans le soutien du grand public. Et inversement, si on ne joue pas contre les lobbies, on n'aura pas le soutien du grand public. Donc, c'est pas une super réponse, je l'admets, mais je pense que malheureusement, on est obligé de les traiter en parallèle. Daphné Callot, si vous voulez intervenir. Alors, il n'y a pas le micro, là, il est coupé. Est-ce que là, vous m'entendez? Très bien. Oui. Oui, bonjour. Donc, Daphné Callot, moi, je travaille à la communauté de communes du Grand Outhoumin-Morvan. Je suis responsable du pôle climat-énergie. Et donc, pour rebondir à ce que disait Madame Zatorski, par quel bout?
Je ne sais pas s'il y a un bout, mais en fait, je pense qu'il y a, comme disait Louise, des choses à travailler en simultané à différentes échelles. Alors, je ne sais pas si le jeu des compétences par échelle territoriale peut permettre à chacun de faire sa part, entre la commune, le PCI, la région, etc., les syndicats. Mais en tout cas, pour donner un exemple, là, sur le Grand Autunois Morvan, avec à l'issue des élections municipales et la mise en place du prochain conseil communautaire, nous, ce qu'on souhaiterait faire, c'est mobiliser les élus par le biais de séminaires sur déjà c'est quoi l'intercommunalité, c'est quoi un projet de territoire et la coopération intercommunale, et les sensibiliser sur voilà, l'écologie aujourd'hui, qui ne doit plus être un silo et être pris comme un sujet à part, mais comment ça peut infuser dans toutes les politiques de l'EPCI, que ce soit à travers la commande publique, que ce soit voilà, les choix de dépenses, etc., les aménagements. Et ce que je voulais aussi ajouter, c'est que les perceptions sont aussi différentes entre une métropole de bord de mer et puis une commune rurale. Je pense qu'on ne voit pas les mêmes choses si on parle des émotions et de voilà, tout ce qui se joue à l'échelle des perceptions sensibles. Finalement, on ne décrypte pas notre environnement de la même manière parce que nous ne baignons pas dans les mêmes environnements. Voilà. Donc, je pense, de ce fait, je pense qu'il n'y a pas non plus une recette unique qui peut se calquer sur tous les territoires parce que chacun des territoires a ses spécificités. Voilà. Merci. Peut-être Marion, Henri? Oui, je rebondis aussi sur ces deux dernières interventions. Donc, je suis à la DDT de Lyon et j'ai effectivement travaillé aussi en Comcom auparavant. Donc, du coup, je pense qu'il y a aussi des échelles qui sont assez différentes et aussi dans notre relation aux élus. Et effectivement, le côté mise en place de projets et d'essayer de mettre en place des nouvelles pratiques, notamment effectivement au niveau on parlait d'éducation, mais voilà, faire des petites actions qui permettent aux gens de s'approprier les sujets, et la relation aussi aux associations locales n'est pas forcément la même que je pouvais avoir auparavant. Que maintenant, aujourd'hui, je travaille essentiellement avec les élus, mais ça permet aussi de donner du recul. Donc, on va plus aller dans le récit que dans la pratique aujourd'hui. Mais là, on fait de l'accompagnement au territoire et on dit comment on montre aux élus que c'est possible, et on utilise beaucoup la question de l'exemple, de montrer, et encore une fois, des territoires qui sont communs pour montrer que c'est pas non plus inatteignable et que ça peut être fait dans de petites choses, mais en fonction d'où on est, la question a été assez pertinente finalement de savoir si on travaille plutôt avec des élus qu'avec des habitants. Parce que après, au niveau personnel, on va être un peu partout, mais c'est vrai que il y a la capacité d'action et le niveau d'écoute n'est pas du tout le même. En tant qu'État, j'ai l'impression d'avoir parfois un peu plus d'écoute que quand j'étais en territorial aussi. Mais l'impact concret n'est pas du tout le même, c'est sûr. Merci. Il y avait d'autres personnes qui avaient levé la main, qui l'ont baissé, que la question est déjà disparue. Et d'autres témoignages ou questions? Sinon, on va clore. Non, a priori, pas de remarques supplémentaires. Si, il y a Alain Lecture qui a levé la main. Ah, je ne voyais pas, excuse-moi. Ouais, du coup, et traditionnellement, je propose de poser 2 questions à l'issue du coup des questions. Juste, Alain Lecture, je travaille à la région aussi, mais pas du tout dans le domaine environnement. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à cette démarche-là, très concrètement et de manière très pragmatique, ça veut dire que les gens préparent un dossier sur le vélo et après, il y a d'autres personnes qui relisent pour remettre cette formalisation des récits. Comment vous avez travaillé en fait pour que les gens qui produisent intègrent ces questions? Je suis désolé, je suis dans la cuisine, hein, mais c'est des choses qui m'intéressent. Oui, bien sûr. Alors, nous, c'est vrai qu'après, on a un fonctionnement qui voilà, un fonctionnement particulier qui est celui de notre ONG, qui est que les rapports, en fait, sont faits effectivement par des techniciens qui
qu'on essaye aussi de former à cette approche-là, mais qui sont aussi retravaillés potentiellement par la communication chez nous qui travaillons sur ces enjeux. Et on va d'ailleurs dissocier parfois un rapport qui va être très technique avec un résumé, une synthèse qui sera beaucoup plus communicante et sur laquelle, justement, les gens de la communication vont essayer de plutôt partir sur des exemples comme ça plus concrets. Donc déjà, en tant que technicien, ils vont venir nous embêter un petit peu aussi pour qu'on l'intègre dans nos pratiques déjà de base, mais il y a ce retravail qui va être fait derrière, justement pour avoir des enjeux de communication qui soient pertinents, et notamment parce que nous, de notre côté aussi, on a tout un tas d'éléments qui sont partagés par exemple sur les réseaux sociaux, et donc là c'est plutôt la communication qui va aller les retravailler en validant avec nous, en revenant vers nous pour faire des allers-retours, pour pouvoir donner des éléments qui soient comme ça plus concrets, plus pragmatiques, et nous on va devoir s'assurer par contre qu'on n'aille pas dans une simplification trop extrême et qu'on n'aille pas non plus dire des bêtises, mais ça va être un jeu d'aller-retour du coup entre un service plus technique et un service de communication. En tout cas, c'est voilà, le fonctionnement, mais après voilà, nous on est une ONG, on est 150, mais en soi, c'est quand même plus des petites équipes. On a peut-être aussi des facilités par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est toujours aussi simple en fonction des administrations de pouvoir d'avoir ce jeu d'aller-retour entre la communication, effectivement, et les techniciens. Merci beaucoup. Céline, à toi. Ouais, j'avais une question, mais finalement, Louise y a répondu. C'est comment on diffuse les récits. Alors, voilà, Louise, tu as parlé de communication, des réseaux. Peut-être un élément complémentaire avant que je passe aux deux questions de clôture pour le groupe. Est-ce qu'au-delà de ce que tu viens de partager, du coup, comment on diffuse les récits? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent à cette question? Nous, sur les récits, effectivement, les récits sur un sujet, on va dire comment est-ce qu'on les incorpore sur une thématique, nous, il va y avoir plusieurs leviers, et c'est là où ça va être un peu un travail aussi qu'on doit mener, hein, qui doit être assez fin, c'est que nous, sur la plupart de nos travaux, en fait, il y a plusieurs leviers. C'est qu'on va avoir un levier, effectivement, de communication grand public, et là, c'est plus notre équipe communication qui va essayer de simplifier les messages pour pouvoir les porter auprès du grand public. On va avoir un levier de plaidoyer politique, et là, c'est pas forcément exactement les mêmes messages. Donc, il y aura une partie qui va reprendre cette communication grand public, puisque les élus, forcément, sont aussi à base du grand public, donc il y a quand même un lien. Mais on va y associer peut-être plus de messages aussi liés, justement, comme je le disais sur la campagne des municipales, aux finances, à des choses qui vont leur parler dans leur secteur plus professionnel. Donc, on va essayer en fait d'adapter quand même à chaque cas. Et c'est vrai que nous, on a ce fonctionnement d'avoir à la fois une communication grand public, une communication de plaidoyer politique. Et donc, on va devoir finalement s'adapter. Et pareil pour les entreprises, quand on va les engager sur le même sujet, il va falloir s'adapter aux besoins des entreprises. Et donc, on va, nous, de notre côté, devoir finalement sectoriser quand même quelque part cette manière de communiquer. Donc, on ne pourra pas avoir un seul prisme. Il faudra à chaque fois qu'on l'adapte en fonction de la cible, finalement, qu'on cherche à toucher. Et ça, voilà, nous, c'est le fait est que le WWF, du coup, travaille avec l'ensemble de ces acteurs. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui vont être sur les 3 leviers, mais on va avoir forcément un travail en commun pour essayer de coordonner l'approche et que l'ensemble soit quand même harmonieux. Et que du coup, voilà, les messages soient plus ou moins les mêmes, mais avec des cibles différentes et du coup, avec des tonalités un peu différentes dans le message. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. N'hésite pas s'il y a besoin de précision. Ça répond à ma question. S'il n'y a plus de questions, je passe moi aux deux questions de clôture de chaque webinaire. Donc la première question, je vais vous inviter en fait à répondre via le chat. C'est au regard de la présentation de Louise que je remercie. Une chose qui vous a marqué, une chose que vous retenez. Et je nous invite à le partager dans le chat. Donc on peut le dire à l'oral pour ceux qui ne pourront pas Vas-y, lire. Antoine. Ouais, ok. Donc le fait, on parle de l'importance des chiffres parlants, de la santé comme levier mobilisateur, que finalement là on a abordé une approche différente et inspirante pour la communication, que on était tous et responsables aussi donc dans le message, penser au principe de proximité dans la communication. Donc, qu'il y a un grand nombre de personnes qui, en pourcentage, est intéressée ou se soucie de l'écologie. Donc, on a le duo émotion et chiffres, le lien écologie et attachement au patrimoine. Toucher les gens avec quelque chose qu'ils ont connu, le coût d'inaction. On revient sur les grands thèmes qu'on a pu voir, les 4 grands thèmes.
que la demande d'écologie est massive et qu'il est difficile de passer du local au global. Je ne prends pas tout dans le détail, mais voilà. L'approche pragmatique aussi avec patrimoine pour parler d'écologie. Et on va finir là-dessus, la complexité entre élus et entre administrés pour engager un dialogue. Merci Antoine. Et la deuxième question, c'est au regard donc de ce que vous avez entendu, qu'est-ce que ça vous donne envie de faire, votre prochain pas, notre prochain pas? Qu'est-ce que ça nous donne envie de faire? Dans le discours, alors pour essayer de retravailler le procès théâtralisé avec ces arguments. Sensibiliser la direction de la communication. Poursuivre les actions de mobilisation des décideurs publics pour plus de prise en compte de la diversité dans les projets territoriaux. Engager le dialogue au sein du conseil municipal. Travailler avec les élus de la Comcom pour intégrer l'écologie dans les politiques, et non pas en faire un sujet à part. Imaginer l'histoire spécifique à raconter à ma bande de vieux amis pyrénéistes. Ça, c'est du concret, c'est du local. Ouais. Continuer à s'éduquer et éduquer, s'émerveiller et valoriser les actions des autres. Je vous laisse terminer pour celles et ceux qui le souhaitent. Le webinaire, je parle sous ton contrôle Antoine, sera bientôt en ligne donc, sur réseau-pipe.fr et sur le YouTube des PIP. Vous pourrez éventuellement le regarder au sein des conseils municipaux avec vos vieux groupes de potes. Voilà, c'est quelque chose, c'est aussi un outil pédagogique peut-être en soi. Juste aussi une information, on a initié une expérimentation, je ne l'ai pas dit en préambule, sur une formation action au nouveau récit. On a démarré l'an dernier, c'est la présence de Gwenaël qui m'y a fait penser à le rappeler. On va continuer le défrichage cette année avec Guy Perret et Antoine. Et l'idée, voilà, c'est de continuer de donner suite, de voir comment on s'approprie ces notions de récit à travers nos différents sujets. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On va continuer à défricher, à se poser des questions. Voilà. Antoine, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, merci beaucoup. Donc, après avoir étudié les différentes formes de récits, on a commencé à ébaucher ce storytelling, comment on raconte les choses. Et donc, j'espère que ça a pu vous éveiller à des nouvelles façons de travailler votre discours. Et donc, merci de votre participation. Et puis, merci au WF pour cette retransmission d'informations. Je vous souhaite tous une bonne après-midi et je vous souhaite pouvoir revoir de nombreux autres webinaires si vous êtes intéressés. Bonne journée à vous.